bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Quel est le fondement de toute chose? Est-ce que c'est les idées ou l'action? Autrement dit, les idées ou la matière? C'est la grande question que l'humain, au travers des siècles de réflexion philosophique, a débattu. Et quand on regarde l'histoire de la philosophie, on peut voir deux grands courants, deux grandes tendances s'opposer, l'idéalisme et le matérialisme. Pour les idéalistes, les idées sont la force motrice de l'histoire. Et pour les matérialistes, qui incluent évidemment les marxistes, au contraire, les idées ne sont que le reflet de la réalité matérielle, donc la matière est primordiale. Avant d'aller plus loin, on a une présentation sur la philosophie, on a beaucoup de livres sur la philosophie que Samuel a mentionné. Peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi parler de philosophie, c'est quoi le rapport avec la politique, c'est quoi le rapport avec la lutte pour le communisme? Bien, évidemment, c'est un peu un cliché de dire ça, mais ça a tout à voir avec le communisme. Marx et Engels étaient d'abord et avant tout des philosophes. Puis avant d'être une théorie économique, politique, sociale, bien, le marxisme, c'est d'abord et avant tout une philosophie. C'est quoi la philosophie? On peut dire en général que la philosophie, c'est quand on sort des questions du quotidien pour réfléchir aux grandes questions de l'existence. Et la philosophie a vraiment émergé dans l'histoire quand les humains ont cherché à comprendre le monde qui les entoure sans recourir à des explications divines. Et ça, en fait, ça va aussi marquer le début de la science. Parce que l'entreprise scientifique, c'est essayer de comprendre le monde à travers la matière elle-même. Et donc, philosophie et science vont ensemble, d'une certaine manière. Évidemment, tout ça n'est pas apparu d'un coup. On peut dire que c'est vraiment quand les humains sont parvenus à une certaine maîtrise des forces de la nature qu'ils ont été en mesure de commencer à vraiment avoir la possibilité de réfléchir à la nature qui les entoure, à investiguer le monde matériel et qu'ainsi, ils sont parvenus à comprendre mieux leur environnement et ainsi à pouvoir maîtriser la nature et transformer leurs conditions matérielles. Et donc, le développement de ce qu'on appelle les forces productives, notre capacité à transformer puis améliorer nos conditions d'existence, c'est à travers ça qu'on a pu voir la science se développer. Et ça va avoir un impact fondamental sur la philosophie. Pourquoi? Parce que la science va vraiment venir donner une assise scientifique au matérialisme. Ça nous permet vraiment de comprendre comment la matière fonctionne et comment elle évolue. Donc, qu'est-ce que la science nous apprend de la matière aujourd'hui? On connaît tous le fameux E égale MC2, E égale MC carré. Que vous le connaissez en détail ou pas, je pense que tout le monde a entendu parler de ça. Donc, le principe de la relativité restreinte d'Einstein qui expose en fait que la masse et l'énergie sont équivalents. Si un objet gagne de l'énergie, par exemple en allant à une vitesse fulgurante, il va aussi gagner de la masse. Aussi, ce qu'elle nous permet de voir, c'est que chaque réaction chimique libère une certaine quantité d'énergie et ça convertit une certaine quantité de masse en énergie. En fait, ce que E égale MC2, ce que ça va montrer, c'est qu'on ne peut absolument pas distinguer la matière de l'énergie. E égale MC2, c'est une preuve et un approfondissement de ce qu'avait déjà trouvé Antoine Lavoisier. Vous connaissez peut-être le principe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et par le fait même, on peut voir que c'est une confirmation assez claire, assez juste de ce que Engels avait déjà expliqué et qui est un principe central du matérialisme dialectique, donc le matérialisme dialectique, la méthode du marxisme, soit le fait que le mouvement, ou ce qu'on peut appeler ici de l'énergie, c'est le mode d'existence de la matière. Donc la matière se transforme, il y a constamment des transferts d'énergie
il y a constamment du mouvement. Marx et Engels se sont beaucoup intéressés aux découvertes scientifiques de leur époque. En particulier, ils étaient fascinés par la grande révolution darwinienne en biologie, et donc la théorie de l'évolution des espèces, parce qu'on voit que les choses changent dans la nature, il y a des mutations, puis éventuellement, une accumulation de changements, ça nous amène à faire des énormes bonds dans l'évolution des espèces organiques. On a ça d'un côté, à l'époque de Marx et Engels, mais au 20e siècle aussi, on va voir que la physique quantique va prouver encore davantage l'idée que la matière est en constant changement. Et donc, que la matière nous paraît beaucoup plus complexe et contradictoire que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Même les choses qui nous apparaissent stables, comme en ce moment, là, beaucoup de stabilité en ce moment, tout le monde est concentré, les tables et les chaises ne bougent pas. En fait, tous ces éléments stables sont composés de milliards de particules subatomiques complètement instables, complètement en transformation, en mouvement. Et une particule subatomique, ça se comporte à la fois, ça c'est fascinant, ce que la physique quantique nous a permis de voir, ça se comporte à la fois comme une particule, mais en même temps aussi comme une onde, en fait. C'est-à-dire que ça se comporte comme un objet qui est bien défini dans l'espace, mais aussi comme l'inverse, comme une onde, c'est-à-dire comme quelque chose de diffus dans l'espace. Et c'est un peu cette notion-là, cette idée-là qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui nous amène familièrement à dire qu'un électron peut être à deux places au même moment. Et au travers du phénomène qu'on appelle la superposition quantique. Ce qu'on voit ici, c'est que la matière est profondément contradictoire. Et on ne peut pas comprendre comment elle évolue, comment elle fonctionne, si on a une approche formaliste. Parce que le mouvement, c'est une contradiction. Donc, depuis que j'ai commencé ma présentation, ça fait peut-être 5 minutes, je suis la même personne. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. En tout cas, j'espère. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 minutes? J'ai inspiré, expiré, j'ai peut-être perdu des pellicules et peut-être que j'aurais pu lâcher un pet ou faire beaucoup d'autres choses avec mon corps. Et donc, en réalité, j'ai changé depuis les 5 dernières minutes. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, je suis la même personne. Et donc, on peut dire que l'unité de ma personne réside dans la contradiction dans le fait que je ne change pas du tout, mais en même temps, je change continuellement. Le philosophe Hegel avait déjà identifié cette unité entre l'identité et la différence. L'identité d'une chose réside dans sa relation entre sa différence et sa propre identité. C'est parce que quelque chose est identique à elle-même qu'on peut mesurer sa différence. Et c'est aussi au travers ces modifications qu'on peut trouver l'identité d'une chose. Donc, c'est contradictoire, mais c'est comme ça que les choses évoluent et c'est comme ça qu'on peut identifier des similarités, mais aussi des différences. Ce qu'on voit, c'est que la matière ne respecte pas les principes de la logique formelle. Principe de la logique formelle où toute chose est égale à elle-même. Ou est-ce qu'on pourrait dire que A égale A? Si on veut comprendre la matière naturelle et sociale, en fait, ça nous prend une méthode qui n'est pas formaliste et qui accepte que parfois A égale non A ou A égale B, par exemple. Les contradictions sont partout autour de nous, pas juste dans la nature, mais aussi dans la société. C'est quoi le capitalisme? C'est un système profondément contradictoire. On a une production complètement sociale qui implique des relations entre des milliers, des millions, voire des milliards d'êtres humains aujourd'hui pour produire des marchandises, pour faire fonctionner la société. Mais en même temps, on a une production qui repose sur la propriété privée. Donc, on a une production sociale puis une appropriation privée. Puis cette contradiction-là va se manifester à différentes échelles dans la société jusqu'à se répercuter, jusqu'à l'opposition, en fait, entre les grandes classes antagonistes. Et donc, on voit les contradictions partout dans le capitalisme. Par ailleurs, si on plonge un peu plus dans l'évolution de la science elle-même, fil de siècles d'évolution, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des phénomènes qui, à un certain moment, nous semblaient être complètement extraordinaires, si fantastiques qu'on ne pouvait que postuler que ça prenait une intervention divine, que c'était des phénomènes au-delà de la nature, surnaturels. La réalité, en fait, c'est que
bien des phénomènes qu'on pensait si exceptionnels à une certaine époque ont éventuellement été expliqués comme étant simplement des phénomènes issus du mouvement même de la matière, d'un processus complètement naturel. Par exemple, qu'est-ce qui explique la vie sur Terre? Grande question. La vie, c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. Ça veut dire quoi? Ben, c'est que dans des conditions très, très, très particulières, on a une organisation chimique des molécules qui a pu se développer pour donner naissance à une forme extrêmement rudimentaire de vie, primitive, qui a éventuellement s'est développée puis est arrivée jusqu'à beauté du monde biologique qu'on a aujourd'hui. C'est pas une intervention divine. On n'a pas besoin de recourir à des explications qui sortent de l'évolution elle-même de la matière. Un autre phénomène qu'on peut expliquer, la conscience. C'est quoi la conscience? C'est aussi un phénomène émergent. Donc, la matière vivante, elle est née naturellement de la matière inorganique. Et à un certain moment, ben, on a des créatures unicellulaires très simples qui ont évolué vers des formes de vie plus complexes. Et le développement ultérieur d'un système nerveux central, par exemple, ça a donné naissance à quoi? Ben, à un cerveau. Puis éventuellement, ça a donné naissance au cerveau humain et à la conscience humaine. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est ultimement de la matière qui a pris conscience d'elle-même. Le processus d'émergence, c'est vraiment, vraiment fondamental pour comprendre le monde qui nous entoure. Parce que ce que ça implique, c'est qu'on ne peut pas réduire des phénomènes matériels qui sont très complexes à des processus qui sont beaucoup moins complexes. Par exemple, on ne peut pas comprendre comment fonctionne un corps organique simplement en regardant la composition chimique des particules. Par exemple, on a Samuel ici. On ne peut pas réduire Samuel et tout son fonctionnement biologique à une question d'interaction moléculaire. Puis de la même manière, ben, on ne peut pas juste découper les parties du corps de Samuel et se dire on va les recoller ensemble et voilà, on a un être humain qui fonctionne. Le monde biologique est beaucoup plus grand que la simple accumulation des parties. Le tout est plus grand que la somme de ses parties, si on peut dire ça autrement. Et donc, à un certain point, avec la biologie, ben, on a atteint des nouvelles lois de complexification de la matière, puis on ne peut pas les réduire à une simple question chimique ou physique. Vous avez peut-être déjà entendu parler, à une certaine époque, il y avait des scientifiques, peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, là, j'ai peut-être pas poussé mes recherches trop loin, il y a une certaine époque, des scientifiques qui essayaient de trouver le gène du criminel, le gène de la criminalité, ou aussi le gène de la prostitution, et qui disait qu'il y avait certains individus qui étaient génétiquement ou biologiquement inférieurs ou mauvais. Évidemment, bon, les recherches, entre guillemets, de ces gens-là, c'était complètement basé sur les plus grands préjugés. Mais on peut dire que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tombaient dans du réductionnisme. Ils essayaient de ramener des phénomènes sociaux aussi complexes que la criminalité, la prostitution, à des phénomènes biologiques beaucoup plus simples. Pourquoi je mentionne ça? Ben, du réductionnisme, on en voit beaucoup en politique. On voit beaucoup les médias, souvent, ou les politiciens réduire des événements à une question de volonté individuelle. Combien d'analyses, de pseudo-analyses, depuis 2 ans qu'on a entendues sur la guerre en Ukraine qui peut se résumer à simplement une question de la psychologie de Vladimir Poutine. Les libéraux aiment bien présenter les choses de manière très simple. Hein? C'est souvent une question de bonne psychologie, de bons individus. Kamala, gentille, Donald Trump, méchant. Puis souvent, ça permet de passer sous silence tous les crimes auxquels ont participé les démocrates. Un autre exemple que vous connaissez sûrement, combien de gens vous ont déjà dit que le communisme ne fonctionnerait jamais à cause de quoi? La nature humaine. Évidemment, on aurait soi-disant une nature humaine particulière, innée, qui nous empêcherait d'évoluer socialement. Puis c'est quand même drôle parce que souvent, les gens qui disent que la nature humaine est profondément égoïste, soudainement, eux, ils sont pas impliqués là-dedans. Les autres sont égoïstes, mais pas moi. Mais bref, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup, encore aujourd'hui. Puis je pense que c'est vraiment important de voir que quand on analyse des phénomènes, bien, il y a une indépendance relative entre les différents champs de la science parce que, bien,
il y a une indépendance entre les différentes formes d'organisation de la matière par rapport aux autres, avec ses propres lois, sa propre dynamique. Puis je pense que c'est important de garder ça. Mais de l'autre côté aussi, il y a une indépendance, mais c'est seulement relatif. Pourquoi? Parce que quand on met en connexion chaque loi individuelle, particulière de la matière, on peut aussi abstraire des lois générales de la matière, par-delà les différents champs de la science, qui sont communes aux différents champs de la science. Puis ces principes généraux-là, c'est quoi? C'est ce que les marxistes, on va appeler la dialectique ou le matérialisme dialectique. Dans son fameux livre que Samuel a mentionné, Anti-Düring, Engels va expliquer que la dialectique, et je cite, « n'est rien de plus que la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société et de la pensée. » Et donc, la méthode dialectique, c'est pas une lubie qu'ont inventé les marxistes. C'est pas une simple façon de voir le monde particulière. La nature et la société évoluent de manière dialectique. Et c'est vraiment le philosophe Hegel, qui était le maître à penser, si on veut, de Marx et Engels, qui va développer vraiment profondément cette méthode pour comprendre le monde. L'ironie, peut-être que vous le savez, c'est que Hegel, c'était pas un philosophe matérialiste, bien au contraire, il était profondément idéaliste, mais malgré tout, il a compris, puis il va parvenir à comprendre comment évolue la nature et la société beaucoup mieux que bien des philosophes matérialistes avant lui, qui, eux, malgré leur matérialisme, resteraient prisonniers d'une approche mécaniste, d'une approche formaliste, qui ne permettait pas de comprendre la dynamique interne du mouvement. Marx et Engels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé, ce qu'on dit souvent, ils ont gardé le noyau rationnel de la pensée de Hegel, puis ils vont la remettre sur des assises proprement matérialistes, notamment en intégrant le rôle du travail, le rôle de la pratique humaine dans l'évolution de l'humanité, dans l'évolution de la société. Ce qui est intéressant pour comprendre un peu c'est quoi la dialectique, Hegel comparait le processus dialectique avec l'évolution d'une plante. Notamment, il va montrer que une plante peut passer des bourgeons, et ensuite, on va avoir quoi? Après les bourgeons, on va avoir une fleur qui va arriver, puis ensuite, on va avoir un fruit. Donc, du bourgeon à la fleur, au fruit, on passe à travers différents moments de la plante qui s'opposent absolument. Le bourgeon et la fleur, c'est complètement différent. Mais en même temps, ces moments-là, ils sont nécessaires à la vie de la plante. Donc, ils ne sont pas opposés. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a un processus constant de négation. La fleur ne fait pas juste nier le bourgeon, en même temps, elle conserve quelque chose du bourgeon. Et c'est à travers ça qu'on arrive à un nouveau stade de développement. Autrement dit, on a un processus, il y a une négation, mais aussi on conserve des choses, il y a la conservation, et tout ça, ça permet de faire évoluer la plante à un niveau supérieur. Donc, négation, conservation, élévation. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec ça. On peut donner un exemple dans la société. Si on regarde le passage des sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, ou ce qu'on va appeler familièrement le communisme primitif, si on regarde l'évolution de cette société-là à la société de classe, qui est un long moment dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on peut voir en fait que les conditions matérielles aujourd'hui sont pleinement réunies pour qu'on nie cette société de classe, qu'on évolue à un niveau supérieur, qu'on nie cette société de classe pour retourner au communisme. Oui, mais pas le même communisme primitif, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de garder toutes les avancées scientifiques, techniques, les avancées sociaux de la société de classe. Et donc, on peut revenir à une société de communisme, mais à un niveau supérieur, qui n'est pas une société de pénurie, mais une société d'abondance. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on peut voir ou on peut bien illustrer, en fait, comment évoluent les choses. Il y a de la négation constante dans la nature, mais il y a aussi des choses qui sont conservées et qui passent à un niveau supérieur. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, on a regardé un peu ce que la science nous dit, en fait, de l'évolution de la matière, on peut voir qu'il y a des immenses progrès dans la science qui ont été faits et on pourrait se dire, la philosophie matérialiste, mais ça devrait aller de soi, en fait. Mais ça devrait être la philosophie qu'on voit partout dans la société. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est l'idéalisme qui est pleinement dominant.
Et en particulier, il y a une forme d'idéalisme, ce qu'on appelle l'idéalisme subjectif, qui est absolument dominante, en particulier dans les classes d'université. L'idéalisme, c'est quoi? Ben, c'est une forme particulière, on pourrait dire, d'idéalisme qui fait reposer le monde sur le sujet individuel et sa perception. C'est quelque chose que on entend beaucoup. Ah, tout est une question de perception, de perspective, de point de vue. Ah, oui, mais ça, c'est ton expérience. Seulement ton expérience. C'est l'idée, en fait, qu'il n'y aurait pas de vérité objective, que tout est une question de perception. La philosophie postmoderne, que vous connaissez peut-être, ou que vous connaissez sans le savoir, c'est la philosophie qui empeste les classes universitaires. Ben, c'est vraiment la version actuelle de cette philosophie idéaliste, qui est d'ailleurs extrêmement vieille. Là. Ça peut remonter jusqu'à la Grèce antique pour la retrouver. Mais c'est aussi une philosophie qui va atteindre un stade important à la fin du 18e siècle avec des philosophes empiristes, notamment George Berkeley et David Hume. Peut-être que vous avez déjà entendu ces noms-là. George Berkeley, c'était qui? C'était un évêque. C'était un penseur absolument réactionnaire. Son objectif, c'était assez clair, il s'en cachait pas. Il menait une lutte acharnée contre la science, contre la pensée rationnelle, contre l'athéisme et contre le matérialisme du siècle des Lumières, le 18e siècle. Et il dira que les choses ne peuvent exister que dans la mesure où elles sont perçues. Et qu'ainsi, ben, on ne peut pas postuler qu'il y a une réalité matérielle qui existe en dehors de notre perception. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ben, je vous vois en ce moment, mais peut-être si je me ferme les yeux, je vous vois plus. Peut-être que quand je me ferme les yeux, vous cessez d'exister. Peut-être que vous n'existez pas vraiment. Faites le test. Hein? Un autre philosophe, David Hume, un autre philosophe empiriste, il va pousser ce scepticisme-là envers la réalité matérielle au point d'affirmer qu'on ne peut pas postuler qu'il y a de la causalité entre les objets qu'on perçoit. Je m'explique, je vais donner un exemple, en fait. Ça veut dire que si à chaque fois que j'ai ma main ici, que je prends un marteau, à chaque fois que je me cogne la main avec le marteau très fort, à chaque fois que je fais ça, pour une certaine raison, j'ai mal. J'espère que vous aussi, vous avez la même réaction. Bien ça, on peut pas dire qu'il y a une causalité et qu'il y a un lien de cause à effet entre le marteau et ma douleur. Mais non, ça serait seulement l'habitude. On est habitué qu'à chaque fois qu'on fait ça, ben on a mal. Mais dans le fond, peut-être que la prochaine fois que je vais me cogner avec un marteau, peut-être que j'aurai pas mal. Je vous propose de l'essayer à la maison ce soir. Plaisir garanti. Je sais pas si vous voyez, mais cet idéalisme subjectif, c'est une vision extrêmement naïve du monde. C'est un peu comme l'image d'un bébé qui, du moment que sa mère est plus dans son champ de vision, se met à pleurer puis il pense qu'elle a arrêté d'exister. Et donc, pourquoi je mentionne ça? Ben, c'est que cette philosophie anti-scientifique, réactionnaire, on peut dire, ben, on la retrouve vraiment beaucoup aujourd'hui. Puis depuis l'époque des philosophes postmodernes français, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Derrida et compagnie, ben, ça s'est vraiment étendu puis c'est rendu assez omniprésent, non seulement dans les universités, mais aussi en général. C'est devenu la philosophie, le courant dominant de la philosophie bourgeoise. Bon, il y a une panoplie de courants et de sous-courants de cette philosophie postmoderne-là. On a la queer theory, le postcolonialisme, on a plein de variations. Mais en général, on peut trouver des points communs, un socle philosophique commun à cette pensée-là. Alors, le premier point qu'on peut soulever, c'est que c'est cette idée centrale qu'il n'y aurait pas de compréhension englobante du monde, qu'il n'y aurait pas d'explication, qu'on ne pourrait pas expliquer de manière générale les phénomènes. Le monde serait soi-disant trop complexe pour qu'on puisse chercher à le rendre rationnel. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment de loi, pas vraiment de régularité. Puis en fait, ce qu'on appellerait des lois générales, des principes généraux de la nature puis de la société, ben, au final, c'est simplement des produits arbitraires de notre propre subjectivité. Évidemment, ça, c'est un rejet de la science, mais faut le voir, c'est vraiment un rejet du marxisme. Parce que le marxisme, c'est une compréhension englobante du monde.
C'est une vision générale de la société et de l'histoire. À la place de ça, on va dire que la science et que le marxisme, ce ne sont que des méta-récits. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu ça, des méta-narratives, c'est plus cool en anglais. En tout cas, je pense. mais en réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on regarde dans le monde, on a plein de phénomènes extrêmement complexes, hyper complexes, mais pourtant, on est capable de les comprendre puis de faire des prédictions. Les choses les plus chaotiques dans le monde, on peut les comprendre même. Le meilleur exemple qu'on peut peut-être donner, c'est ce que font les compagnies d'assurance. Ça va bien, là, les business des compagnies d'assurance. Ils veulent beaucoup notre argent. En fait, comment ça fonctionne? Avec des statistiques, avec des données générales sur la société. Personne ne peut prédire le déplacement puis les aléas de chaque individu dans la société. Et pourtant, on peut quand même faire des prédictions sur le nombre général d'accidents de voitures qu'il va y avoir dans une société donnée pour telle année. On peut faire des prédictions assez justes de ça. Et si ce n'était pas le cas, les compagnies d'assurance ne feraient pas autant de fric qu'ils font aujourd'hui. Donc, on peut comprendre le monde. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est le mouvement des gaz. Si on prend une particule de gaz prise isolément, son mouvement est complètement imprévisible. Mais on peut quand même prédire le mouvement des gaz quand ils sont regroupés ensemble, quand on a un amas de particules de gaz. C'est qu'en fait, il y a du chaos, mais il y a aussi de l'ordre. Et on peut comprendre ça avec ce qu'on appelle la différence entre la quantité et la qualité. Avec une accumulation de multiples particules, à un certain point, il y a un saut qui est atteint et les phénomènes vont acquérir une nouvelle qualité puis une nouvelle dynamique. Donc, on peut comprendre le monde, on peut faire des généralisations malgré que la société et que la nature soient très complexes. Il y a une petite ironie que vous avez peut-être soulevée sur cette idée qu'on ne peut pas faire d'explication englobante. Dire ça, c'est une explication englobante du monde. Mais en général, les philosophes postmodernes ou ceux qui défendent ces idées-là vont jamais donner de preuves sur pourquoi on ne peut pas faire de discours englobant. Donc, c'est une énorme généralisation, mais je pense que c'est une génération qui est vulgaire, qui ne se donne même pas la peine d'expliquer. Il faut juste prendre ça pour acquis comme ça. Un autre point, je pense qu'on peut un peu soulever, qui est quand même important, c'est que c'est une vision qui est complètement unilatérale et simpliste de ce qu'est le processus de connaissance. Les postmodernes, comme la plupart des subjectivistes avant eux, vont prendre comme point de départ de la connaissance la perception. En fait, ils vont dire que la connaissance est limitée par notre perception, notre expérience particulière, subjective. Et donc, ça nous empêcherait de voir le monde pleinement. Cette idée-là, vous avez peut-être déjà entendu ça. En fait, elle a déjà été défendue de manière beaucoup plus pointilleuse, de manière beaucoup plus scientifique, ou presque rigoureuse, je dirais, de manière beaucoup plus rigoureuse par un philosophe du 18e siècle, Emmanuel Kant, qui va dire, en fait, qu'on ne peut pas connaître les choses en soi. C'est quoi ça, les choses en soi? On ne peut pas connaître les objets du monde dans leur essence. Donc, pourquoi, en fait, il va dire ça? C'est parce qu'on analyse toujours le monde à travers nos propres catégories, à travers nos propres conceptions du monde. Et donc, pour Kant, on peut simplement connaître les phénomènes, on peut connaître l'apparence des choses, et non pas les choses elles-mêmes, et non pas l'essence des choses qu'on observe. Et donc, ça revient à dire que tout ce qu'on peut connaître du monde, c'est notre propre expérience du monde, et non le monde lui-même. Donc, c'est comme si notre perception, quand je mets mes lunettes ici, là, au lieu que mes lunettes me permettent de connaître le monde, c'est comme si mes lunettes étaient toutes noires puis que ça m'empêchait de connaître le monde. C'est comme si c'est un mur. Notre perception, c'est un mur qui nous empêche de connaître le monde. Et ce qui est fascinant, en fait, avec cette vision-là, c'est que déjà, rapidement, à l'époque de Kant lui-même, on va s'opposer à cette conception-là. Hegel, qui est le successeur de Kant, essentiellement, si on regarde l'œuvre de Hegel, ça va être de démentir, en fait, cette théorie, cette idée qu'on ne peut pas connaître le monde lui-même. Hegel va répondre à Kant en disant que si mes perceptions immédiates
ne me permettent pas de connaître les choses en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas les connaître. Parce que la connaissance, c'est pas un processus individuel unilatéral. C'est un processus qui ne s'arrête pas avec ma perception sensorielle immédiate. C'est l'inverse. Ça commence avec la perception sensorielle. Imaginez où serait la science aujourd'hui si on s'était arrêté à notre perception immédiate. On n'aurait sûrement jamais découvert que c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est l'inverse. On n'aurait peut-être pas découvert l'électricité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des électrons flotter autour de vous, pas moi. On n'aurait peut-être pas compris les lois de la gravité, l'évolution des espèces aussi. E égale MC2. Je ne sais pas si pour vous, vous aurez pu voir ça instinctivement dans la nature. Non. On penserait peut-être même que la Terre est encore plate en ce moment. Est-ce que ça vous semble être rond autour de vous? Non. Donc, comment on peut dire que la Terre n'est pas plate? Je pense que je me moque un peu, mais je pense qu'on peut voir en fait que, évidemment, c'est pas comme ça que fonctionne la connaissance. C'est pas en regardant ce qui est immédiatement devant nous. Ce que la science a montré, puisque la méthode, ce que les marxistes ont défend, c'est que le monde objectif existe indépendamment du sujet qui fait l'expérience, indépendamment des êtres humains qui font l'expérience du monde. Mais le sujet humain et le monde, c'est pas deux choses complètement différentes. On est de la matière. Et donc, il y a une unité dialectique entre les deux. Et c'est ce qui rend possible qu'on puisse connaître le monde autour de nous. On peut connaître le monde. On peut connaître les choses de la nature, de la société et de l'histoire. Comment on fait ça? En interagissant avec la matière. C'est quelque chose que Marx a très bien démontré, très bien écrit. Peut-être que les camarades ont déjà lu ou entendu parler des fameuses thèses sur Feuerbach de Marx et Engels. On connaît la 11e thèse, mais peut-être que vous connaissez la 2e thèse. Et je vais vous la lire, en fait. Marx dit « La question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais une question pratique. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de cette pensée dans ce monde et pour notre temps. Pour les marxistes, c'est dans la pratique qu'on peut véritablement tester la vérité des théories générales et si, en la testant, on peut s'ajuster. On peut voir si notre théorie correspond aux faits ou non. C'est comme ça qu'on peut tester la validité d'une théorie et l'ajuster si nécessaire. Puis c'est aussi comme ça que fonctionne la science. À travers la pratique, qu'on peut connaître le monde. Mais qui dit pratique dit aussi activité sociale. La science, la connaissance, c'est une affaire collective. Quand vous étiez enfant, il y a quelqu'un qui vous a dit de ne pas mettre votre main dans le feu. Mais la maîtrise du feu, ça a pris des centaines, voire des milliers d'années à développer. Mais après ça, chacun d'entre nous, je pense pas qu'on a passé à travers un lent processus individuel pour comprendre comment fonctionne le feu. Non, on se l'est fait apprendre. On se l'est fait dire que le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Et donc, on a acquis des connaissances de l'expérience humaine accumulées sur des milliards et des centaines de milliards d'années. C'est sur cette base-là qu'on peut approfondir nos connaissances aujourd'hui et qu'on peut les transmettre. Donc, pour reprendre la terminologie que Hegel avait utilisée pour répondre à Kant, on peut dire que toute l'histoire de la science, de la pensée humaine, en général, c'est le processus de transformation de la chose en soi en chose pour nous. En d'autres termes, ce qui n'est pas connu à un certain stade du développement de la science, va éventuellement être exploré puis découvert. Et donc, les barrières, les murs qui sont mis devant notre connaissance du monde, éventuellement, on est capable d'enlever des briques de ce mur-là. On est capable de faire tomber ces barrières-là au travers d'un lent processus. J'ai parlé de la généralisation, comme quoi la pensée postmoderne rejette les trop grandes généralisations. Cette vision-là, ça vient avec l'idée qu'il n'y aurait pas d'identité dans la réalité. Parce que c'est quoi? Il faut comprendre c'est quoi la généralisation. Je parle de ça depuis tantôt, mais c'est quoi généraliser? C'est prendre une multitude d'éléments différents et de faire abstraction de leurs différences pour trouver leurs éléments en commun.
Par exemple, le concept de chaise. On a des chaises aujourd'hui, donc j'ai choisi cet exemple-là pour que ça soit clair. Le concept de chaise, on l'obtient en faisant abstraction de toutes les particularités des chaises individuelles. Il y en a qui sont propres, il y en a qui sont sales, il y en a qui sont craquées, il y en a qui ne le sont pas. À ce moment-là, on est capable de comprendre c'est quoi en général une chaise. Pour la pensée postmoderne, tout est soit identique ou différent. Mais la réalité, c'est contradictoire. Les choses sont à la fois différentes entre elles, mais aussi semblables, identiques même. Un exemple que vous avez possiblement déjà entendu, c'est l'idée qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, que la classe ouvrière n'existerait plus. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ouais, je vois des têtes qui se hochent. C'est l'idée que cette notion-là, peut-être que ça fonctionnait, là, que ça l'expliquait des choses du temps de Marx, mais qu'aujourd'hui, le monde du travail est trop complexe. On a des travailleurs autonomes. On a des gens qui sont dans la gig economy. On a des travailleurs qui ont des très bons salaires. On a différents métiers, on a différents domaines. Le monde du travail a beaucoup trop changé. Il y a beaucoup trop de différences pour qu'on pourrait avoir un concept aussi englobant que classe ouvrière. Mais en réalité, les différences qu'on peut voir entre les différents travailleurs, les différents secteurs, les différents types de contrats de travail, c'est des différences qu'on peut dire qui sont assez secondaires. Parce que quand on regarde en général l'évolution de la classe ouvrière depuis l'époque de Marx, qu'est-ce qu'on voit? C'est que non seulement la classe ouvrière n'a pas disparu, mais elle a énormément augmenté. Elle a augmenté en taille. Aujourd'hui, c'est l'immense majorité de la société qui fait partie de la classe ouvrière, alors qu'à l'époque de Marx, ce ne l'était pas encore. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels définissent la classe ouvrière comme la classe des travailleurs qui, n'ayant pas de moyens de production, sont réduits à vendre leur force de travail pour vivre. Cette définition-là, ça correspond à la réalité d'une énorme majorité de la population, même si entre le travailleur de la gig economy qui travaille pour Uber, puis un travailleur d'une manufacture au 19e siècle, ils font pas les mêmes choses, mais fondamentalement, ils font partie de la même classe. C'est la même réalité sociale qui est exprimée là. Aussi, un point important, c'est que la classe ouvrière, ça forme un tout. Puis on peut pas regarder chaque individu isolé de manière très formelle pour comprendre le phénomène. Et aussi, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des zones de grise. Il y en a même plus que 50 nuances de gris, selon moi. Et il y a des gens comme pensez à un petit manager qui était travailleur, là, vient d'être promu gérant de plancher, de je sais pas quoi. Des fois, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il est encore dans la classe ouvrière? Il est un petit bourgeois. On a aussi des managers qui, des fois, c'est des petits bourgeois, mais de plus en plus, ils gravissent les échelons, puis leur conscience est complètement dictée par la conscience de la classe capitaliste. Il y a des zones de grise. Mais après ça, ça veut pas dire qu'on va dire, à cause de ça, la classe ouvrière n'existe pas. Où les classes sociales n'existent plus. Le point que j'essaie de faire ici, c'est que toute généralisation ne peut pas expliquer chaque cas singulier. Donc, si on définit en général une chaise comme un objet avec 4 pattes et un siège et un dossier, qu'est-ce qu'on va dire des chaises dans cette salle? Est-ce qu'on dit que c'est des chaises? Est-ce que c'est pas des chaises? Ou pire encore, là, on a des chaises qui n'ont pas 4 pattes. Est-ce que ça veut dire que le concept de chaise n'existe pas? Évidemment que non. Ça serait ridicule. Donc, la réalité est beaucoup plus complexe, puis il n'y a aucun phénomène qui correspond exactement aux catégories générales sur lesquelles on les connaît, mais ça ne rend pas ces catégories moins vraies. La généralisation, c'est une contradiction. Universel et singulier, ça s'oppose. Sujet-objet, ça s'oppose. L'individu et le social s'opposent. Mais en même temps, ils s'opposent, mais aussi, on peut appeler ça une interpénétration, puis une unité dialectique aussi entre les choses. La nature est remplie d'éléments qui sont différents partout, et pourtant, on peut aussi voir des grandes généralités, on peut voir des patterns dans la nature, on peut voir des processus généraux. Et ce qui est vrai pour la nature est aussi vrai pour la société. Depuis les 100 dernières années, depuis la Révolution russe, combien de révolutions on a eu au 20e siècle et combien on a eu de révolutions depuis les 100 dernières années? Je ne peux pas les compter, je ne peux pas les nommer. On en a eu énormément. La révolution espagnole dans les années 30, à mai 68, jusqu'à ce qui se passe au Bangladesh, dans les dernières semaines, on a eu plein de mouvements révolutionnaires, tous différents, avec des enjeux particuliers, des considérations locales particulières.
On a vu des façons, comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. On a vu plein de différences. Mais si on fait juste voir les différences, on pourrait avoir de la misère à identifier c'est quoi une révolution. Et pourtant, quand on regarde à travers ces exemples différents, on peut voir des processus généraux. Par exemple, le fait que qu'est-ce qui amène à des révolutions? Contexte de crise du capitalisme, ça commence souvent avec une crise au sommet de la société. La classe dirigeante est plus capable de gouverner comme avant. On peut voir aussi, il y a une absence de direction révolutionnaire dans un mouvement. On peut voir les conséquences que ça l'amène. On peut voir aussi comment le fouet de la contre-révolution peut accélérer le processus révolutionnaire. Ça, c'est des choses qu'on voit dans plein de révolutions. Donc, on peut voir des éléments communs à travers les particularités. Puis c'est aussi pour ça que c'est vraiment fondamental pour les marxistes d'étudier l'histoire aussi, pour en faire ressortir des principes généraux qui vont nous aider à mieux comprendre les phénomènes particuliers qu'on a devant nous. C'est vraiment important, en fait, de garder ça en tête, puis de comprendre comment on peut avoir la bonne méthode pour comprendre la société, analyser le monde. Une critique qu'on entend souvent du marxisme, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le fait qu'on ne serait pas assez collé sur les faits. Mais là, ça ne prend pas en compte tel fait. Il y a un peu cette espèce de préjugé que les marxistes, on invente des théories en faisant fi de la réalité, en faisant fi des faits. C'est quelque chose qu'on entend quand même souvent. Évidemment, c'est complètement ridicule parce que Marx a sûrement hanté les corridors de la bibliothèque de Londres, tellement il a lu de livres et d'ouvrages pour se préparer à écrire le Capital. On peut penser aussi à Lénine. Je pense que c'est une affaire comme 150 livres et 250 articles qu'il a lus et dont il a pris des notes pour éventuellement écrire son ouvrage « L'impérialisme, statut suprême du capitalisme ». Donc, je pense, les marxistes, on est collés sur les faits. Notre étude commence avec les faits, c'est clair. Mais souvent, ce qu'on nous reproche, au final, c'est pas vraiment de ne pas se fier sur les faits, c'est de ne pas en rester aux faits isolés. Parce que la science, c'est pas simplement collecter des faits. Les faits ne se sélectionnent pas eux-mêmes. Des faits, des éléments qu'on extire de la réalité peuvent signifier différentes choses si on les sélectionne dépendamment de leur contexte. Puis c'est seulement quand on les met en connexion qu'on relève leur relation dynamique interne entre les différents faits qu'on peut comprendre le processus. C'est donc qu'on peut faire émerger des lois générales, des principes généraux. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des prédictions scientifiques. Qui dit prédiction scientifique? Je pense que c'est le bon moment pour poser la question de l'heure. Peut-être que vous vous êtes posé cette question-là depuis le début. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, on vous l'a déjà posé. Est-ce que le marxisme, c'est une science? Oui, en fait, le marxisme, c'est une science. Souvent, on va dire le marxisme, c'est pas une science parce que ça l'explique pas tel petit phénomène. La réalité, c'est que les sciences n'expliquent pas tout et il y a des sciences plus précises que d'autres. La science physique, par exemple, peut faire des prédictions extrêmement pointues sur un phénomène qui se passe, mais demandez pas aux météorologues de faire des prédictions extrêmement précises sur la météo. Puis aussi, une grosse différence entre analyser un atome, analyser un électron dans un laboratoire, puis faire de l'expérimentation avec un ouragan Hélène en ce moment d'ailleurs. Et c'est un petit peu plus difficile. Je pense que pour le marxisme, on analyse la société, on va faire des prédictions, pas des prédictions, mais des perspectives générales sur ce qui s'en vient. Puis nos prédictions, c'est un guide pour notre action politique, mais ça ne va pas expliquer tout. Puis aussi, ça n'a pas le même degré de précision que certaines expérimentations en laboratoire. Puis aussi, parfois, on peut faire des erreurs. C'est un peu comme un médecin qui pose un diagnostic sur un patient. Ça arrive parfois qu'il va donner un diagnostic qui n'est pas super précis. Même parfois, il va donner un faux diagnostic. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la médecine, c'est pas une science, puis que la méthode qu'a utilisé le médecin, c'est pas une bonne méthode. Donc, je pense que c'est important de clarifier ça. Maintenant, le titre de la présentation, c'est la nécessité d'une philosophie révolutionnaire pour changer le monde. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on parle de science depuis tantôt et tout ça. C'est quoi le rapport avec ce qu'on fait, tout ça? La réalité, c'est que toute classe révolutionnaire dans l'histoire a besoin d'une philosophie révolutionnaire. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit le système capitaliste, un système qui est devenu complètement irrationnel. Non seulement génère des idées irrationnelles, mais a aussi besoin d'idées irrationnelles pour continuer à se maintenir. Dans le passé, quand la bourgeoisie était encore capable de jouer un rôle progressiste, elle avait une idéologie révolutionnaire. Elle a produit des penseurs incroyables comme Francis Bacon, comme Diderot en France, Spinoza, jusqu'à Hegel. Et le marxisme tire ses origines
dans les idées supérieures de la philosophie bourgeoise, en particulier dans les idées de la dialectique de Hegel et dans le matérialisme français. Ce qu'on a pu voir aussi dans l'histoire, c'est que une fois que la bourgeoisie va avoir consolidé sa domination économique et politique, ben, elle va finir par se retourner contre son propre passé révolutionnaire. Parce que la philosophie qui, hier, démasquait l'irrationalité du féodalisme, ben, va éventuellement démasquer l'irrationalité du capitalisme. Et ça, la classe capitaliste ne peut pas se permettre. Le capitalisme ne peut pas fonctionner comme ça. On a les exemples pendant la Grande Révolution française du 18e siècle. Ben, ça s'est accompagné d'une lutte pour la défense de la philosophie révolutionnaire du matérialisme. Mais on a vu rapidement que quand la réaction a pris le dessus sur la Révolution, ben, éventuellement, les idées de l'obscurantisme religieux ont commencé à refaire surface. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'en se détournant des meilleures traditions du siècle des Lumières, le capitalisme a vraiment s'est accroché à l'obscurantisme, s'est accroché au mysticisme, s'est accroché au subjectivisme, puis à toutes ces formes, ces variantes d'idéalisme. Et a aussi, au 20e siècle, on l'a vu énormément, a lancé une grosse attaque. La philosophie dominante a attaqué massivement le matérialisme et la pensée dialectique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Lénine a dû mener un énorme combat en Russie au tournant du 20e siècle pour défendre la philosophie matérialiste puis la dialectique. Et c'est aussi pas étonnant que, par exemple, la CIA avait fait la promotion et avait vu d'un bon œil, a finalement fait la promotion du postmodernisme. Parce qu'on a une philosophie qui sonne radicale, qui peut en priori avoir l'air d'être de gauche puis attirer beaucoup de jeunes personnes, mais une philosophie qui rejette le progrès historique, qui rejette les classes sociales, ben ça, c'est vraiment l'outil parfait pour la classe dirigeante, en fait, pour détourner complètement l'attention de la réalité matérielle où est-ce qu'on a une grande majorité de la population qui est opprimée et exploitée pour le profit d'une minorité. Le point que j'essaie de faire ici, c'est que la lutte des classes, oui, c'est une lutte économique, politique, mais c'est aussi, de manière très importante, une lutte philosophique. Et je pense que c'est vraiment du devoir des marxistes, en fait, de rejeter ces absurdités réactionnaires puis de défendre la pensée rationnelle. C'est vraiment crucial, je pense, parce que la philosophie du marxisme, c'est la seule méthode qui nous permet vraiment de comprendre le monde dans sa vérité et qui nous permet donc de le transformer. S'il y a une chose que la méthode dialectique nous permet de voir, c'est que la matière n'évolue pas de manière simplement graduelle, très lente. Elle passe par des bonds, par des sauts, par des révolutions. La plupart du temps, l'apparence des choses ne nous permet pas de voir le potentiel de changement, le potentiel de transformation. Quand un volcan fait éruption, ou plutôt avant qu'un volcan fasse éruption, il y a un énorme processus d'activité, de pression qui se développe sous la surface des choses. Mais à un certain point, la stabilité fait place au chaos. Le calme fait place à la tempête. Et donc, soudainement, les choses se transforment dans leur opposé, dans leur contraire. Et avant qu'une révolution éclate, on peut voir un lent processus d'accumulation de colère chez les masses que les faits immédiats ne peuvent pas nous montrer. Trotsky appelait ça le processus moléculaire de la révolution. Avant que les travailleurs décident de sortir et de prendre leur destinée en main, ça prend beaucoup de temps parce que la conscience est en général conservatrice. On ne va pas changer, on ne veut pas aller partir en lutte. Ça semble dangereux de prime abord. On ne veut pas y aller à moins qu'on soit vraiment poussé de le faire. Donc, ça va prendre des événements, des attaques sur les conditions de vie, mais à un certain point, la situation devient instable, intenable et les choses doivent changer. Puis à ce moment-là, on peut voir qu'il suffit seulement d'un accident, pour que la nécessité d'un changement révolutionnaire s'exprime. Puis c'est comme ça qu'en 2011, l'immolation de Mohamed Bouazizi, du Tunisien Mohamed Bouazizi, bien, ça a été l'étincelle qui a amené la nécessité de la révolution arabe. Aujourd'hui, les intellectuels, puis les penseurs, les activistes petits bourgeois, y compris les bureaucrates syndicaux, ils pensent que les travailleurs vont jamais bouger. Ils sont incapables de voir le processus dialectique de la lutte des classes et voir tout le potentiel de la classe ouvrière. Puis ils sont extrêmement cyniques et pessimiste envers les travailleurs. Mais si on regarde partout autour de nous, on voit ce processus moléculaire de la révolution, on voit la jeunesse qui se radicalise, on voit la classe ouvrière qui commence progressivement à entrer en lutte, on voit de la colère qui s'accumule. On a un rejet
grandissant du statu quo, des institutions, de l'establishment capitaliste. Et quand on voit ce processus-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que, on peut voir comment on peut intervenir pour changer les choses, pour faire partie du processus et l'aider à être victorieux, aider à ce que les mouvements révolutionnaires qui s'en viennent soient victorieux. C'est comme ça que la science, c'est comme ça que la méthode dialectique du marxisme nous permet d'intervenir dans l'histoire pour le changer. Et parlant de gens qui ont intervenu dans l'histoire, Lénine, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, a entamé une étude détaillée, approfondie de la philosophie de Hegel. C'est au même moment où les dirigeants de la Deuxième Internationale trahissaient les aspirations de la classe ouvrière et évoquaient des considérations pratiques pour capituler devant la bourgeoisie. Qu'est-ce que Lénine a fait, lui? Pendant ce temps-là, il s'est plongé dans la théorie pour mieux orienter correctement le parti bolchevique face à cette nouvelle situation-là. Lénine était en train de se préparer pour la révolution. Marx et Engels ont déjà dit, la 11e thèse sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Il ne faudrait vraiment, vraiment pas penser, en fait, que c'est un rejet de la philosophie, un rejet de la théorie. Au contraire, c'est une défense de la philosophie, d'une philosophie révolutionnaire, c'est-à-dire d'une philosophie qui soit une arme pour vraiment renverser l'ordre réactionnaire de la société de classe. Donc, le marxisme, c'est une philosophie de l'action, c'est celle qu'on a besoin, et je pense que c'est du devoir de tout communiste de conquérir cette philosophie, la conquérir pour soi-même, pour nous orienter vraiment dans la tâche colossale qu'on a devant nous. Merci. Dans toutes les industries, de Montréal à Toronto, vers le Colombie, notre chambre à Paris.